Oh! Direct. Hey, l'épisode de cette semaine est encore cette semaine présenté comme toutes les semaines par SPG, la solution pour vos associations si vous êtes membre d'un conseil d'administration ou si votre femme, votre oncle, n'importe qui, quelqu'un de famille, quelqu'un que vous connaissez est membre d'un conseil d'administration, puis que ça lui prend beaucoup de temps. Parce que qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Une job. Vous avez une vraie job dans la vie, puis que le bénévolat, c'est le fun, mais quand ça prend trop de temps, c'est moins le fun. Donc, si vous siégez sur un conseil d'administration, puis que ça commence à gruger votre temps, puis que vous jugez que vous n'êtes pas nécessairement une meilleure personne pour gérer la gouvernance, la comptabilité, la gestion des membres ou des événements, appelez-nous. Appelez SPG. Ça fait 30 ans, ça fait presque 40 ans qu'on gère des associations. On a une vingtaine d'associations de toute grandeur, de tout ordre, qu'on s'occupe de la réception à la gouvernance, de la comptabilité à la gestion d'événements. Appelez-nous. Les SPG, la solution pour les associations. Et encore cette semaine, présentée par la série Autre chose de Unibrou, qui nous prête cette année, qui nous fournit cette année de la bonne bière que vous pouvez venir boire avec nous au Tailgate. Hey, bon podcast, tout le monde. Hey, ça va être un format réduit. La semaine passée, en remplacement d'Éric, on avait notre ami Sylvain qui s'était joint à nous. Il avait sorti de ses terres, ses autres terres laurentiennes pour venir avec nous. Mais comme il sort de ses terres qu'une fois par année, il n'est pas venu à McGill. Il n'a pas vu la game. Fait que, il n'est pas avec nous. Donc, ce sera en comité, en petit comité. Donc, Tam et moi pour vous bonsoir. divertir. Comment ça va? Tu t'es remis, ça va. Tu t'es remis de notre rencontre de vendredi? Ah, absolument. 10 minutes après, j'étais correct. Moi aussi. Je dois avouer que je m'en viens zen dans la défaite. Oui. C'est sérieusement. C'est du football. C'est que du football. Faut le prendre comme ça. J'ai été longtemps, là, pendant des années et des années, j'ai pris dur, puis que j'étais une semaine à m'en remettre. Là, c'est la vieillesse et la sagesse. J'ai du blanc dans la barbe, c'est doit être à cause de ça. Fait que cette semaine, on va bien évidemment, avant tout, la CFL nous a sorti une bombe hier. C'est hier, hein? Hier. Sorti de nulle fucking part. La CFL, le commissaire de la CFL, l'américain, CFL, nous sort hey, on va changer de jeu. On va changer de jeu. On veut améliorer tout. Et voici, je vais te laisser parler des. Il y a 6 améliorations, je pense. C'est-tu 6? Ouais, 6 améliorations qui, en théorie, est supposé de dynamiser un jeu qui était pourtant déjà dynamique. Mais bon. En fait, améliorer l'attaque. Ils disent qu'on devrait avoir 15% plus de touchés. Ça reste à voir. Donc, dans une première étape, à partir de l'année prochaine, la première chose, ça va être un chronomètre de 35 secondes en temps continu. Donc, dès que le jeu arrête, le 35 secondes part. Comme la NFL, il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas que le time clock, le 20 secondes là, que mais nous, c'est on ça, a. C'est à savoir si c'est le time clock ou le chrono part en même temps. Parce que si le chrono part en même temps, tu vas perdre un jeu par minute dans les 3 dernières minutes. Là. Donc, tu vas priver essentiellement une équipe de une drive. Ouais, je suis d'accord qu'il va falloir vraiment que ce soit déterminé. Hein? Oui, puis ce que le commissaire disait, ça n'avait pas l'air d'être encore fixé ce qu'il allait faire sur le 3 minutes warning. J'ai hâte de voir. Je suis d'accord que pour la télévision, ça va aider à ce que ça soit efficace puis que ça rentre dans un 2h30, max 3h. Mais au niveau du jeu puis de favoriser l'offensive, je suis plus ou moins convaincu de la chose. Tout dépendamment de comment ils vont l'appliquer. C'est ça. Parce que là, il faut savoir la différence. Pour ceux qui ne savent pas la différence, c'est que si on calque ce qui se passe présentement à la NFL, dès que le jeu est fini, il y a un 35 secondes. Puis nous, c'est un 35 secondes. Un 40, on a 35 secondes. Ouais,
Ouais. C'est vrai, c'est 40 secondes. Tu as raison, c'est 40 secondes pour remettre le ballon en jeu. Le temps général de la partie continue ou pas, tout dépendant si De la situation de jeu. au niveau de la situation. Tandis que dans le football canadien, c'est différent. C'est que le 20 secondes pour mettre le ballon en jeu commence à la minute où, à l'instant même où les chaîneurs vont être installés. Et que l'arbitre siffle. Exactement. Pour lancer il siffle une fois que les chaîneurs. Ça permettait à des changements, mais ça permettait à ce que le temps ne s'écoule pas pour rien. Ouais. Et c'est ce qui me fait chier dans la NFL, c'est que le quatrième quart sert généralement. Dans les trois dernières minutes dans la NFL, généralement, il ne se passe rien. Ouais. Au football canadien, tu peux avoir 3 possessions différentes dans les 3 dernières minutes de jeu. On se souvient que Trestman, l'ancien grand coach des Alouettes, c'est ça, Mark Trestman, il disait que la CFL, c'était 97, c'était 3 périodes plus 3 minutes. 4 périodes plus 3 minutes. Oui, exactement. Il va y avoir les bancs, que ça va être tout de côté opposé. C'est un peu pour aller dans le même genre, c'est pour faciliter les changements, que les joueurs auraient pu accourir un 50 verges. Exactement. Et le rouge est modifié. Dans le fond, le rouge va juste seulement être accordé si c'est le joueur qui pose le genou au sol ou s'il est rabattu dans la zone début. Moi, je trouve le rouge qui mettons que c'est un placement manqué, c'est annulé. Mais tu sais, moi, ce que je trouve plate là-dedans, puis ce que je trouve que c'est une spécificité du football canadien, tu sais, c'est que, mettons, je prends la game de Calgary en début de saison. Réussissent à marquer, convertissent 2 points, sont à 1 point d'égaliser le match. Fait que sur le botté d'envoi, le botteur réussit un botté de Mongol, puis que ça sort pour avoir le point puis l'égalisation. Ça peut plus se faire. Je trouve que tu enlèves un arc. Tu sais, on a des belles spécificités qui poussent la créativité, puis je pense que c'est bon le changement de botté, que le botté est manqué, tu le donnes pas, fine, je peux vivre avec, là. Tu as un bon point, c'est ça, mais tu as un bon point sur si tu le bottes puis il sort dans la zone des buts. Un botteur qui réussit un dégagement, un punt de 70-75 verges, c'est exceptionnel. C'est pas de la frime. Il faut qu'il place son ballon pour pas que le joueur puisse la jouer en plus, là. Je veux dire, non, mais du talent. C'est pas ça qu'on veut enlever. Ce qu'on veut enlever, c'est la mauvaise. Non, je le sais, mais on l'enlève par les règlements qui sont en place là. Mais je pense que ça aurait été plus simple de dire tu manques ton field goal, tu manques ton field goal. On garde les autres affaires, tu manques ton field goal, tu manques ton field goal. Pas de point de loser. Ça m'arrête. Ça, c'est les règlements qui ne touchent pas au terrain, qui vont être appliqués dès l'année prochaine. Ça va, là. Tu peux vivre avec ces changements-là. Là, je veux dire, c'est les changements dans 2 ans qui risquent d'être plus compliqués parce qu'on modifie le terrain, en fait. La zone des buts, le poteau de placement va être à la fin de la zone début au lieu d'être au début de la zone début. On va raccourcir la zone début à 15 verges pour essayer de diminuer l'impact du fait qu'on a reculé le poteau à la fin. Reculer le poteau, je peux comprendre, ça ouvre la zone début, parce que là, présentement, le milieu de la zone début, à cause du poteau, tu peux presque pas faire de jeu là sans risquer de toucher le 10 poteau. Je peux vivre avec ça. Les botteurs sont meilleurs maintenant. Que tu veux le reculer pour augmenter la difficulté pour tes botteurs, fine with me. D'après que tu me dises que tu réduis ta zone de fin de zone de 20 à 15 verges pour améliorer l'offense, laisse faire 20 verges, tu augmentes la capacité, l'opportunité d'avoir des touchés. Mais le règlement qui touche le plus au football canadien, c'est t'enlèves le 55 verges. Ils veulent réduire de 110 à 100 verges. Ça, ce qui implique que tous les terrains devront être faits de turf. Et qu'éventuellement, tous les niveaux en dessous devront faire la même chose. Les coûts générés par ça, c'est effarant. Là. Surtout compte tenu du fait que la majorité des clubs CFL et même U-Sport, parce que nous, on couvre le U-Sport, ont refait leur turf dans les 5 dernières années. Donc, c'est des coûts supplémentaires. C'est pas des turfs. La majorité des endroits, c'est pas des turfs peints. C'est des turfs cousus. Donc, c'est pas des changements qui peuvent être facilement
refait juste avec une couche de peinture. C'est des coûts supplémentaires que les universités n'ont pas prévus et que les communautés qui hébergent ces dites équipes CFL-là n'ont pas prévu. Et dans un contexte de coupure budgétaire, qui va payer pour ça? Assurément pas la CFL. Parce que là, pour moi là-dedans, là, il y a deux choses. Que tu veuilles changer le sport puis l'améliorer, je suis ouverte à ça. Mais c'est que la façon que ça a été fait. Tu veux modifier le football canadien, inclus le football canadien dans ta discussion. Inclus Football Canada, inclus les niveaux en dessous pour avoir des opinions puis des inputs pour satisfaire puis aller dans une vision que l'ensemble des gens qui jouent au football canadien vont être heureux avec. Pas en catimini que tu annonces 1 heure avant ton communiqué de presse au U-Sport et aux 10 autres associations les changements que tu vas faire. Parce que ça donne l'impression que c'est sorti de n'importe où, que la CFL a sorti de ça de n'importe où, sans même penser que toi, tu es la ligue professionnelle, mais pour t'alimenter, tu dois fournir en bas. Donc, c'est le sport au grand complet. Tu veux changer un sport. Donc, il faut que tous tes représentants de ce 10 sports soient d'accord. Et là, c'est comme si on voulait... Tu t'attaques au football canadien, tu changes le corps du football canadien sans consulter ceux qui le pratiquent et le regardent. Moi, je trouve ça extrêmement bizarre. Je ne suis pas contre les 10 changements. Il y en a certains qui sont bons là-dedans, mais je pense qu'une consultation aurait dû être faite. L'autre chose qui me dérange dans tout ça, c'est les coûts associés. Parce qu'on sait que la CFL, ce n'est pas la NFL. Ils ne sont pas capables de couvrir les frais. Ils se génèrent des frais de Mongols pour des changements qui disent qu'ils vont améliorer l'offensive. Mais moi, je ne suis pas convaincue qu'à terme, ça va changer l'offensive. Les 2-3 premières années, tu vas avoir une augmentation de l'offensive. Comme dans tout changement pour prioriser l'offensive dans les divers sports, mais ça vient toujours à se stabiliser. Là, tu modifies ton terrain, tu engendres des coûts pour une mesure qui ne seront pas nécessairement. Tu veux améliorer les touchdowns marqués, OK, bouge ton poteau dans le fond. Les autres niveaux plus bas ne sont pas obligés de le bouger dans le fond parce que les jeunes ne sont pas capables de botter plus loin. Fait que ça n'en gêne pas de nouveaux coups. Au niveau universitaire, là, la question se poserait, est-ce qu'on le recule ou on ne le recule pas? Pour la zone, de réduire la zone à 15 verges, si tu y tiens absolument parce que tu recules, ben, tu peux peindre une bande de couleurs dans la fond de la zone des buts, puis les deux niveaux peuvent partager le même terrain. Mais là, en changeant la configuration du nombre de verges... Non, ça change beaucoup. Puis pour ceux qui se posent la question, la grande majorité des équipes de la CFL ne sont pas propriétaires de leur stade. Il n'y a personne qui... Les seuls qui ont une portion, c'est Winnipeg, qui ont une portion dans le consortium. Le reste, c'est les municipalités qui les ont ou les universités. On est d'accord, mais mettons qu'on prend le Commonwealth ou le Tim Horton Field. Il y a essentiellement que les deux équipes de la NFL, la CFL qui jouent là. Donc, la communauté va payer, c'est pas important. Mais pour les autres stades, prenons McGill. Mais la communauté va payer. Là, on est dans un air où les taxes, ça augmente partout. Puis dans des endroits où ils ont payé pour des nouveaux turfs il y a moins de 5 ans, c'est supposé durer 10-12 ans. Puis là, tu me dis que tu rajoutes 2 millions de ces taxes. Hey. Faudra voir si le Tim Horton Field, si les gens à Hamilton, bien qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Pas à Hamilton, tous les endroits. Ouais. Ça ne sera pas évident non plus au BMO Field. Non. Le BMO. Tu sais, là, le U-Sport, après ça, il va falloir qu'ils prennent une décision. Mais le U-Sport ne sera pas unanime là-dessus. Là. Qu'est-ce qui va arriver? Tu as 4 équipes qui jouent sur des terrains CFL ou inversement parce que ça appartient à l'université. Qu'est-ce qui arrive si eux, ils convertissent, mais le reste ne convertissent pas? Ça veut dire qu'on va jouer avec 2 grosseurs de terrain? J'ai hâte de voir ce que... Moi, il n'y a pas de décision facile là-dessus. Ça va être très, 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 très difficile. Surtout dans un contexte économique que les universités n'ont pas une scène de se faire. Hey, on va se poser la question si Maple Leaf Sport Entertainment ne va pas prendre la décision d'enfin se débarrasser des Argos en disant « Hey là,
Nous autres, là, on a fait un stade de soccer, puis on vous a crissé dedans parce que vous étiez Ouais. gratis, puis que vous veniez avec Non. un achat. On va peut-être vous casser des hâtes, puis vous allez aller jouer Ouais. ailleurs. Tu sais, Ça n'a présentement. pas fini de faire couler d'encre. Moi, je ne suis pas Non, convaincue non, non, non. que tous ces changements-là vont même être faits au niveau CFL. D'un coup que les coûts vont avoir été mis sur table. Moi, c'est un gros gamble. Maintenant qu'on a parlé de la bombe de la CFL, parlons de la bombe qui est tombée sur les Carabins à McGill vendredi passé. Ouais. Pour ceux qui étaient sur une roche, qui étaient en vacances, vous le voyez à l'écran, les Carabins l'ont échappé à McGill, 31-24. Pour ceux qui sont membres des Montagnards puis qui ont lu mon texte dans l'infolette, je l'avais dit. Le titre de mon texte, c'était le piège. Le piège, c'était de qui était essentiellement trois choses. Ben, deux. Le lendemain d'une game contre Laval, on joue tout le temps flat. Puis d'arriver à McGill, on prend toujours McGill, on sous-estime toujours McGill, puis on n'est pas très bon dans ce stade-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exactement ça. Je fais rapidement un petit retour sur la partie. Mais juste avant, peut-être mentionner qu'on a eu quelques surprises sur l'alignement avant même que Oui, le ballon. on a eu quelques surprises sur l'alignement. On a nos deux meilleurs receveurs n'étaient pas habillés. Ouais. Leclerc et Dessau n'étaient pas habillés. Ouais. Fait que rapidement, on s'est Puis on avait Nesta aussi sur la ligne défensive. Oui, qui a pas mal fait maison, mais. Non, qui n'était pas là. Fait que, oui, tu as raison. Ça enlève du poids. Hein? Ça a mis un petit peu de l'augure sur le travail de notre ligne défensive dans ce match. Exactement. Pourquoi? Donc, je fais juste un petit wrap-up. Donc, vous l'avez vu, les Carabins ont perdu 31-24. Première demi, là, ça a parti le premier jeu. OK? Botter les Carabins, qu'est-ce qui arrive? Une mêlée, pénalité, on sort un joueur. Un joueur s'est fait expulser. Et ça, là, ça peut paraître anodin. Personne n'a probablement vu. Mais ça, c'est ce qui définit cette partie. Cette partie, c'est brouillon, pénalité, jeu et joueur un peu trop agressif. Un joueur des Carabins s'est fait sacré dehors. Voyons donc. Donc, directement, les Carabins, bon, allons-y vite, là. Jerry Momo nous a couru d'en face. Je ne le dirai pas, on ne le sortira pas. Après un quart, c'était 7-7. À la demi, c'était 13-7 pour McGill. Ça n'allait vraiment pas très bien. C'était à l'image de nos 3 derniers matchs contre McGill. Hein. McGill avait l'avance les 3 derniers matchs contre nous. Au retour de la mi-temps, les Carabins ont décidé qu'ils jouaient enfin comme ils devraient. Simon Réopel a eu un bel attrapé de Pepe Gonzalez. C'était une offensive de 7 jeux, 73 verges, 4 minutes. C'était 14-7. Tout allait bien. Boyer, OK, donc une belle offensive. Boyer a fait finalement un 7 jeux. On a fait un botté pour Boyer. C'était 17-13. Et après coup, un autre beau jeu où notre chum Brandon Gourgon a finalement attrapé le ballon directement dans la zone début. C'était 6 jeux, encore 48 verges. Puis là, à ce moment-là, on était content, on criait. C'était une course, c'était pas un attrapé. Ah oui, tu as raison, parce que c'était un jeu d'une verge. Tu as raison. C'est que. Mais cette séquence-là, il avait fait un bel attrapé 2 jeux plus tôt. C'est ça. Je m'excuse, c'est Brandon Gourgon sur une course d'une verge. Je le vois là. C'est que c'est lui, vous l'avez vu, c'est Brandon qui fait le rôle de deuxième, qui fait le. Comment on appelle ça? Sneak, QB sneak, là? Bon. Donc, mais tout est tombé. La faufilade du corps arrière. Et voilà. Dernier quart, là, plus rien ne va. La tendresse et Momo. Jerry Momo prend le contrôle du match. La tendresse avec une course de 21 verges. Après, c'est une magnifique passe de la tendresse. Une des rares, mais celle-là était parfaite. À Fabien Turcotte, 28 verges. Et ça, on finit ça par un autre verge, un autre touché par la passe, 11 verges. Après, on a fait, les Carabins ont fait quand même 2 belles offensives. On a repris le ballon. On aurait pu l'avoir. Mais, hey,
Ça a mal été. Ça a mal été. Je vais ressortir des stats juste vite. Les stats. 3 interceptions pour Ouais. Pépé. Bon, Mais la donc, troisième, on peut l'enlever parce que merci. c'était un Hail Mary en fin de match. Là. J'allais te dire ça. Mais la tu sais, statistique. depuis le début de l'année, on a cette tendance, en fait, offensivement, on fait souvent des tracés croisés avec nos receveurs. Mm-hmm. Puis là, vu que c'était, il y avait plusieurs, que c'était réservistes, des fois, ces tracés-là étaient moins bien exécutés. Fait que Pépé a lancé aux mêmes endroits qu'habituellement il lançait qu'il y avait quelqu'un, mais là, il n'y avait personne, fait que c'était dans les mains du joueur de McGill. Les 2 interceptions, c'est ça, en fait. C'est 2 Ouais, mais receveurs qui courent. la deuxième, par exemple, je donnerais l'avantage au joueur de McGill qui l'a Oh, bien oui, vu, absolument. qui Ben était non, la mais c'est ça, je dis, ils ont Ouais, fait un bon travail défensivement ouais, de lire cette absolument. tactique-là. Fait que Le fait que Leclerc et Dosso n'a pas été là a enlevé quand même de la rapidité, bien que d'autres joueurs ont pris la moi, rapidité, je veux c'est dire. pas ça qui m'a dérangé dans ce match-là. C'est les Vas-y. ballons échappés dans les mains. Mhm. Est-ce que tu penses que les ballons échappés, c'est les joueurs qui l'ont, tu sais, mettons, c'était des mauvaises passes, les joueurs qui l'ont échappé, ou c'est parce que il y avait une pression quand même, parce que la défensive de McGill a été hargneuse. Ouais, elle était hargneuse, mais quand tu l'as dans tes mains puis que le gars il est à côté de toi, tu devrais l'attraper. C'est arrivé j'ai 2 fois en tête où le joueur a décidé de courir avant de l'avoir attrapé. On l'a pas, Pas juste lui, là, non, mais je vais pour moi, nommer c'était pas les Simon. joueurs, c'était pas les joueurs recrues qui étaient problématiques sur les attraper dans ce match-là. C'était des vétérans. Non, puis William Alexandre a fait a échappé a fait une bonne job. C'est ça. C'est qu'on Mais avait. cette échappée, moi, je l'ai réécouté, là, puis c'était limite de le coller un échappé. Il avait fait un pas quand il a attrapé le ballon, puis s'était frappé dans l'estomac. On va vivre avec ça. Hey, je vais te poser la question, Tom. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Est-ce que tu penses que c'est l'offensive des Carabins qui n'a pas été capable de stepper up sa game ou c'est vraiment on a moi, été capable de contrer le monstre à c'est deux plus têtes? la défensive que Et voilà. l'offensive qui m'a dérangé dans ce match-là. Parce que, outre les interceptions, on a bien bougé le ballon, puis tout ça, puis les réservistes ont bien fait la job, puis on avait quand même encore une super bonne protection pour Pépé. Moi, c'est défensivement. Mais tu sais, défensivement, oui, mais McGill a modifié une chose. Puis cette chose-là a permis à leur RPO de super bien fonctionner pour la première fois de la saison dans l'entièreté de son RPO. Il jouait avec une ligne à 6 ou à 7 en protection. Fait que nous, on a un front à 3. Fait que notre front était agressif, puis il rentrait. Mais quand tu as 6 joueurs, tu ne réussis pas à passer. On est quand même réussi à saquer Gimbal 2 fois, malgré le front qu'on employait. Mais vu qu'ils ont employé ça tout le match, comme s'il n'y avait pas de réponse ou d'ajustement à faire face à cette situation-là avec le personnel qui était habillé, ben, la pression rentrait, mais c'était tellement agressif que ça ouvrait automatiquement un 10-12 verges après ça. Parce que nos joueurs étaient passés, ils se sortaient du jeu et nos joueurs qui avaient suivi les autres joueurs étaient trop loin dans l'entrezone pour pouvoir couvrir ça. Et Jerry Momo, ils l'ont enfin utilisé. Moi, je le dis depuis le début de l'année que c'est probablement un des meilleurs joueurs RSEQ, puis que ce gars-là devrait avoir le ballon au minimum 15 fois par match. On l'a vu, là. Il a fait du stiff arm, là. Il s'est défait de plaquer. Il est difficile à mettre à terre. Et même chose pour Éloi. Fait qu'en faisant ça, après ça, qu'est-ce qui est arrivé au 4e quart? C'est que là, les Carabins ont voulu s'ajuster pour protéger ce jeu de passe-là. Mais McGill avait quand même ses 2 receveurs dans l'entrezone, puis ça permettait de faire. Éloi était précis sur les moments qu'il devait lancer le ballon. Puis c'est ça qui fait que le RPO c'est les 4-5 moments à la fin qu'il a eu besoin, ouais. Mais tu vois, là, quand tu parles savaient que la pression rentrait, puis qu'on s'était ajusté face à ça pour couvrir ça. Fait que là, il y avait sa fraction de seconde, puis il trouvait son receveur tout seul parce qu'on avait employé d'autres gens à couvrir l'entrezone pour la course. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le fait d'avoir mis un 7 joueurs sur la ligne, ça fait que ta ligne. 6 joueurs, puis 7 selon des formations. Ouais. Le 7 joueurs, ça fait que ta ligne est tellement large
que même si nous autres, on rentrait à 3, puis des fois, on Même si rentrait t'en à passais 7. un, t'en avais un deuxième. Mais tu avais plein de monde. La boîte est hyper large, ce qui fait que ta boîte est large sur le côté. Mais là, tu faisais ton RPO, puis là, ben, Éloi pouvait partir à gauche ou Momo Dès à droite. qu'un faisait bien son Tellement plaqué, large. ça ouvrait le. Exactement. Et cette ligne a marché. Puis dès que le secondaire rentrait, il se faisait tasser le moindrement parce que là, ils ont mis des fullbacks et des tight ends qui réussissaient à bien bouger les Bon, secondaires. même des fois, c'était des receveurs, mais ouais. Ah ouais, ben c'est ça. Quand tu fais un RPO, c'est ça. C'est que tu veux protéger. Lennoxville, l'année passée, c'était que ça, là. C'était à 6 joueurs pour ouvrir le chemin à Momo. Mais ceci étant, c'est que ça a bien marché, mais c'est comme si à un moment donné, bon, c'était surtout au quatrième quart, on n'était pas capable d'aller voir. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça. Parce que moi, quand j'ai vu les joueurs habillés comme D-line, si tu savais qu'ils allaient faire un 6 ou 7 de front, j'aurais habillé des D-line plus gros. Là, on avait Fleury Bélanger qui remplaçait Nesca. C'est un petit homme. Il est hargneux, il a bien fait sa job, mais pour passer au travers, ça t'aurait pris quelqu'un de plus grand, plus gros. Ouais. Mais il y a aussi, Parce que défensivement, on a habillé plus de joueurs cette semaine. Là. On a enlevé 2 receveurs pour habiller deux joueurs défensifs de plus. Ben, si tu savais qu'elle allait jouer un front comme ça, ben, habille des D-line de plus. Puis joue un 4 ou joue un. Ouais, mais tu vois, tu te souviens la semaine passée quand j'ai parlé à voyons, comment il s'appelle donc à Bouliane. Bouliane, j'ai posé une question parce que je parlais justement de notre 3-4 qu'on joue, là, la défensive 30. Donc, Mais si tu veux faire le 3-4 puis maintenir le 3-4, il faut t'habiller des gros gars. ouais, puis tu mets un gros secondaire qui peut être un secondaire hybride, là, puis qui rentre. Mais j'ai posé la question à Bouliane pour cette entrevue-là. J'ai posé la question, est-ce que justement, avec une défensive contre le Rouge et Or, ou une offensive contre le Rouge et comme le style du Rouge et Or, où on sait qu'il va courir, ou une défensive comme celle de McGill, on ne devrait pas changer. Puis Bouliane m'avait dit, non, on ne change pas. C'est notre défensive, on joue notre défensive. Je pense que c'est correct, ça. Non, mais je pense pas que ce soit une erreur ensemble. Je pense qu'il y a des petits ajustements qui peuvent être faits. Ils sont fait surprendre sur la façon que McGill a joué. Moi, j'ai vu que le match progressait. Ils ont trouvé certaines façons de pallier un peu à ça, mais ils ont tellement passé de temps en deuxième demi sur le terrain qu'il y avait peut-être de la fatigue accumulée. Une autre chose, moi, les DB, il y a certains DB qui se font battre. Ils se font battre. C'est récurrent. Là. Je veux dire, on menait ce match-là, on était revenu dans le match-là. C'est encore une gestion de match. Là. Parce que ça fait 2 matchs d'affilée que le 4e quart est problématique sur la gestion de match. Fait que ça, c'est pas que la faute des joueurs. Il y a du play calling là-dessus, puis il y a de la stratégie, il y a du coaching. Moi, je trouve personnellement. Ce qui est la faute des joueurs directement, c'est leur comportement sur le terrain. Ah oui, mais là, ils ont été disciplinés. Là. Ils ont maintenu des drives de McGill en jeu. Ils sont sortis du field goal ou le placement que Boyer a manqué. Ben, on s'est sorti du range facile juste avant. Tu fais comme ben. On a donné un terrain complet à un moment donné, justement. Des débits qui se sont accrochés à des receveurs qui n'avaient pas besoin, de l'interférence constamment. À un moment donné, on s'est mis à. C'est la gestion d'émotion, tu sais. Ouais, il voulait mettre le truc de plus parce qu'il n'était pas capable de mettre Éloi puis qu'il n'était pas capable de mettre Momo à terre. Puis là, il mettait un petit peu plus d'énergie. Mais exactement pourquoi la ligne est fine. Exactement pourquoi j'ai soulevé le fait que sur le premier jeu, on a un joueur qui s'est fait expulser pour ce comportement. Pour moi, c'est symptomatique de cette partie. En réécoutant, j'ai essayé de voir c'était quoi le dit jeu. Je ne l'ai pas vu parce que je vais te donner juste un dernier. La caméra de McGill est en mode bateau. Là. Un dernier point qui me désespère encore une fois sur notre attaque. Je sais qu'on est supposé avoir une attaque balancée. Puis présentement, notre Joe Sol allait bien en début de saison, n'a rien fait contre cette attaque, contre cette défensive de McGill qui
même si elle était bonne, même whatsoever, on a réussi, on a fait quoi, 180? On aurait dû rouler plus. Je sais qu'à un moment donné, on faisait du football de rattrapage, je le comprends, mais ce qui a permis à McGill de bien nous avoir à la fin, c'est qu'ils ont établi leur jeu au sol. Jeu au sol, moi, jeu j'ai au sol, adoré comment ils on a ont battu avec les bords. utilisé Muganda pour être créatif puis réussir à courir sur des snaps et tout ça. Jusqu'à temps qu'on le voit. Mais ajoute les passes échappées qui n'auraient pas dû être échappées, puis on a peut-être un autre match. C'est très mauvaise partie à la maison. C'était une très, très belle game de McGill sur les 3 sphères du jeu. Leur botteur, je pense que c'est sa meilleure game de la saison. Défensivement, ils ont créé des turnovers. Chapeau à eux, ils étaient prêts. Et offensivement, mais ils ont tout bien exécuté, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis le début de l'année. Là, maintenant qu'ils ont réalisé ça, là, j'espère que c'est sur la pente montante pour McGill. Ils ne peuvent pas échapper ça contre Sherbrooke en fin de semaine. S'ils jouent de la même façon, avec le monstre à 2 têtes qu'ils ont créé, avec Eloi et Momo, toutes les équipes du RSEQ ont réussi à courir contre Sherbrooke cette année. Si McGill n'est pas capable de le faire, il y a un problème. Parce qu'ils ont potentiellement le meilleur porteur de ballon du RSEQ cette année. Je sais que le football, ce n'est pas une règle de 3, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas réussi à les bloquer. Puis que McGill. Imagine s'il avait utilisé Jerry Momo contre Laval. Il y aurait un autre match. Jerry Momo a eu 3 touches en première demi contre Laval. Je suis d'accord, mais... Ça a été des bons jeux. L'important, c'est comment tu finis. Puis, exactement. Non, mais moi, de ce qu'on va retirer de ce match-là, puis ce qui est important, moi, je pense, c'est comment les Carabins vont rebondir de cette performance-là. Parce tu as totalement raison. Pour moi, c'est une saison de transition. Je ne m'attendais pas à une saison parfaite. On l'a échappé contre McGill. Je m'y en attendais pas nécessairement, mais... Ça va avoir permis aux jeunes, puis par le jeune, je te parle de Pépé, de voir de l'adversité. Parce qu'on va se dire les 3 premières parties, sans dire que c'était facile, parce qu'il y a quand même eu une partie contre Laval, mais il l'a eu, je dirais pas qu'il l'a eu facile, mais il a été parfait, puis on dirait qu'il n'y a pas eu d'adversité. Là, c'est ses premiers pics, ses premières, tu sais, faut gérer les émotions et ça me permet de rouler justement sur la partie de Laval qui, eux, avaient perdu la semaine passée. Puis on était curieux de savoir comment ils allaient revenir contre Concordia. Puis on espère que Montréal fera exactement la même chose la semaine prochaine. Moi, je l'ai écouté à la radio, cette partie, bien évidemment, tu n'as pas à télé. Non, puis ça m'a rappelé à quel point j'ai ça écouter à la radio de Québec. Ah oui, Chill, ils sont pas le fun, hein? Il y avait plein d'erreurs. Des fois, il parlait de Concordia, mais il parlait de Sherbrooke dans les faits. McGill, je sais moi aussi. Ça t'approche un petit peu ces oreilles. Laval m'a paru très bon, mais... ils ont eu une très bonne première demi. Puis après ça, c'est comme si les 3 premiers touchés, c'était juste sur des home runs, mais il y avait de la difficulté à rouler. Ça a été des bombes. Donc, une couverture 1-1. Au premier quart, ils ont eu de la misère à installer une attaque constante, disons. Mais après ça, ils ont réussi. Puis en fin de match, on a vu Ouimet pour Concordia. Là. Le score a fini à 39-14. Est-ce que ça va être Ouimet qui va starter cette semaine contre Montréal? Je ne penserais pas. Il a pas mal fait. Il a bougé le ballon. Non. Mais moi, je regardais surtout et ce qui m'a frappé, c'est les sacs du corps. Encore 3 sacs du corps contre Desjardins, dont 2. C'est la pire ligne du RSEQ en ce moment, côté sac. Là. Ça va pas bien. Qui aurait prévu ça en début de saison? Ça va pas bien. Don't get me wrong, là, Laval. Non, c'est la chimie. Là. Ils ont une saison pour faire. La chimie, sa ligne à l'attaque, c'est la chose la plus difficile. Souviens-toi quand la ligne à l'attaque, à l'année à Claude Robillard, là, ça a pris quasiment une demi-saison avant d'avoir une ligne stable. Oui. Passons tout de suite dans les maritimes. BU qui a bien fait. Contre les très pauvres Acadia. Les 2 matchs en Atlantique ont été à bas pointage. Je ne sais pas si le vent a fait que ça a été plus difficile d'être offensif. Les chiens l'ont échappé, là, celle-là? Oui, sur un touché tard dans le match en plus.
Le QB de Saint-Effect était habillé, c'est lui qui a joué, donc ça a permis d'avoir un match. Mais ça amène une lutte à 3 dans l'Atlantique, ce qui va être intéressant. Ça ramène BU dans le portrait. Exactement. Comme nous avec McGill qui ramène, qui vient fuck le chien complètement. Dans les prairies, justement, les deux Saskatchewanais, moi je m'attendais à ce que les Rams s'en aillent vers une. Les Rams menaient jusqu'à la fin du 4e quart. Les Rams, en fin de partie, avaient même réussi à remonter, puis ils ont manqué leur placement. Donc, ils auraient pu gagner ce match-là. Parce qu'il faut savoir que Saskatchewan, pas Saskatchewan, mais les Rams reçoivent la Coupe Vanier cette année, donc ils mettent tout en place pour pouvoir être un contender. Moi, les deux équipes de la Saskatchewan sont à maturité. Moi, je trouve que les Rams ont une équipe beaucoup plus balancée, mais leur QB, pour moi, est moins constant. Fait que c'est un peu ça la problématique, là. Mais bon. Et là, dans l'autre partie, bon, les oiseaux ont battu. Mais les Dinos menaient aussi au 4e quart. Les oiseaux sont revenus. Les Dinos aussi, en fin de match, sont revenus avec une tentative de placement, manqué le placement, sorti de la zone début. Tu sais, quand je te dis que le rouge, là, au football canadien est important, là, dans l'Ouest, depuis le début de l'année, là, c'est que ça, là. C'est placement manqué, réussir à la sortie de la zone pour pas qu'il y ait d'égalisation pour la victoire. Fait que c'est fou. Les GGs ont super bien joué contre Laurier. Pour moi, ils se sont fait voler ce match-là parce qu'en fin de match, ils avaient réussi à lancer dans la zone des buts et leur receveur a fait 2 pas dans la zone des buts avant de sortir et ils ont calé ça un no-catch. Pourquoi? Parce que le ref a dit qu'il n'y avait pas contrôle du ballon avant de sortir du terrain, mais tu n'as pas de reprise vidéo. Mais quand tu regardais la reprise vidéo, il y avait clairement 2 pas avant de sortir. Fait que, pour moi, c'est un vol. C'est un vol, mais comme tu dis. Mais une très, très, très belle performance des GGs dans ce match-là. Plusieurs disaient que ça allait être un match à sens unique pour Laurier. Mais les GGs, on les a eu en pré-saison, on les trouvait douteux, mais c'est peut-être notre défensive qui était pas si mal. Mais moi aussi, c'était un match pré-saison avec beaucoup de high schoolers, mais effectivement, encore une fois, je vous rappelle la règle de 3. Il n'y a pas de règle de 3, mais je veux dire, défensivement, il crée beaucoup de turnover aussi, c'est super intéressant. Il va falloir les prendre au sérieux d'ici la fin de l'année parce qu'ils peuvent venir mêler les cartes, un peu brouiller les cartes d'ici. Ils s'enlignent pour un match à domicile en play-off. C'est la continuation de la débandade pour Guelph qui a perdu contre McMaster, qui est une équipe du bas de classement. Ils ont plusieurs blessés, mais là, je ne suis même pas convaincu qu'ils vont faire les séries. Seigneur. Et mais York encore, 36, même s'ils ont perdu 48. Puis Queens qui a. Carleton est surprenant. Carleton est surprenant. Les deux équipes de 3 sont surprenantes. Ouais. Fait que là, c'est la mi-saison pour tout le monde. Je vous ai mis le classement pour ceux qui sont en visuel. Donc, c'est présentement dans les Maritimes, on a une congestion de 3 équipes avec la même fiche, 3 victoires, 1 défaite. Donc, BU, Saint-FX et St. Mary's, les 3 équipes sont 3. St. Mary's qui est en première place parce qu'ils ont le tiebreaker. Tandis que dans les pas les Maritimes, excusez-moi, mais dans l'Ouest, c'est les Rams et les 2 équipes de la Saskatchewan, encore une fois, qui ont le même fiche 3-1, suivi des Dinos 2-2 et des Bisons 2-2. Et les 2 équipes qui ferment le peloton, c'est UBC et les Golden Bears. Les Golden Bears qui n'ont aucune victoire, qui étaient pourtant la meilleure équipe l'année passée. Ça va vite dans l'Ouest, hein? Ça va vite. Les changements. Puis c'est pas fini, là, mais on a vraiment 2 blocs qui sont une partie, à vrai dire, on se retrouve avec 5 équipes encore qui sont pratiquement pareilles, 3-1 puis 2-2, pas mal la même affaire. Et si on vient en Ontario, Wilfrid Laurier toujours invaincu à 5-0, les Mustangs toujours invaincus à 4-0,
Puis après, bon, on arrive avec le bloc du centre, Ottawa et Queens à 3-2. Et après ça, tu as les Ravens, les Windsor, le sel de Windsor et les surprenants York qui ferment le bal. C'est impressionnant. Puis comme tu Ouais, l'as ces dit, équipes les sont Guelphs ici parce seront. que Ouais, pour mais les l'instant. Griffons seront pas là. Seront pas là. Seront pas là. Ben, il y a encore possibilité, là, parce que c'est compliqué avec les tiebreakers en Ontario, là. Mais ça va leur prendre une série de victoires et potentiellement être parfait jusqu'à la fin de l'année pour espérer se placer dans une situation qui va être possible. Ce qui nous amène à nos parties de cette fin de semaine. Qu'est-ce que tu nous conseilles de surveiller dans. Ben, la game McGill-Sherbrooke est à TVA. C'est la game Samedi McGill Sherbrooke à après-midi. TVA. Ouais. Et c'est là qu'on va voir si notre monstre à deux têtes. Moi, est-ce que le McGill saura gérer ses émotions ou comme ils viennent de gagner leur Coupe Mais tu Vanier, vont se sais, laisser compter? comme McGill, souvent, ils sont pire ennemis depuis 2 ans. Ouais. Donc, Puis la est-ce qu'ils peuvent défensive de Sherbrooke est bonne. continuer dans cet élan-là de limiter les erreurs? Si oui, ils vont être dangereux d'ici la fin de la saison. Et cette partie est à Sherbrooke, donc Ouais. sur le turf de Gazon Sherbrooke. naturel qui devrait profiter à Jerry Momo. Ouais, je sais pas. Ah, mais pour les porteurs de ballon, le gazon naturel, c'est les joueurs qui ça avantage le plus. En Atlantique, BU reçoit Acadia, c'est la seule chose intéressante. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans les pays? Manitoba qui va rendre visite aux Rams samedi après-midi, ça va être intéressant. Puis Saskatchewan contre les Dinos, qui risquent probablement d'être les équipes en série, quoique UBC n'est pas sorti de. Il peut encore revenir, là, mais en Ontario, les match-ups sont plus ou moins égales ce week-end. Je pense que le duel intéressant va être York-Queens, parce que York veulent prouver que c'est une équipe du top. Ils vont essayer d'aller battre un Queens qui est comme dans le premier tiers, début du deuxième tiers. Et tu as Guelph qui va vouloir revenir sur le chemin de la victoire en affrontant Carleton qui joue très bien depuis 2 ou 3 semaines. Ce qui nous amène à nous, à notre partie, la seule qui nous intéresse réellement et vraiment, les Carabins qui s'en vont au campus Loyola dans l'Ouest pour notre affrontement. La game ne sera pas web-diffusée parce que Concordia ne web-diffuse pas cette saison. Donc, venez au stade. Donc, c'est samedi 1h. Samedi 1h au stade Loyola. Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu t'attends? Ben, je veux voir les Carabins rebondir. Je veux voir les Carabins jouer un 60 minutes. Ouais, moi j'ai hâte de voir si on va avoir maîtrisé le mental et qu'on va revenir à l'équipe je veux voir de la discipline, gestion d'émotions et de la gestion de cadran. Je dis gestion de cadran, mais quand je dis gestion de cadran, c'est gestion de fin de match en général. Parce que je veux voir un jeu au sol, je veux voir une attaque balancée. J'aimerais ça qu'on crée un petit peu plus de revirements. Là. Depuis le début de l'année, on crée pas. Ouais, mais on n'est pas une défensive de revirement. On est une défensive de pression qui fait des doubles. Oui, mais les débits, par leur lecture, ils peuvent faire des interceptions. Je sais, mais depuis le début de l'année, les DB, ce qu'ils font, c'est qu'ils réussissent à étouffer l'attaque, à l'exception de la game de samedi. C'est qu'ils étouffent l'attaque, ce qui permet justement à ce que les débits font de la bonne job en général. Mais ils accordent 1, 2, 3 gros jeux par match depuis le début de l'année qui créent le gros yardage de ce match-là. Ouais, la semaine passée, ça a vraiment été ça. Le numéro 0 qui s'est fait battre 2 fois. Puis, je ne sais pas si c'était une mauvaise couverture à un moment donné, mais on a même eu notre numéro 9 là, qui, normalement, ne laisse pas passer une, qui est un vétéran Seigneur, je ne sais pas où il regardait si c'est des mauvaises assignations, mais ça n'allait pas bien. Les DB ont joué une mauvaise game, puis j'espère que ce coup-là. Mais
j'ai pas l'impression que Concordia a ce type d'attaque. On les a vus de toute façon en début d'année, puis tu sais, Concordia, comment ça va finir en début d'année? depuis l'année passée, je trouve qu'ils sont très, très inconstants à l'attaque. Je ne sais pas si leur livre de jeu est trop complexe pour le personnel qu'ils ont en place avec Chapdelaine maintenant, mais j'ai l'impression que des fois, ils sont déphasés par rapport à l'exécution. Lors de l'ouverture de la saison... Pour que Concordia fonctionne bien, il faut que leur jeu au sol fonctionne bien. Puis c'est arrivé à peu d'occasions depuis le début de la saison. Contre McGill, ils ont réussi à courir un peu, mais sinon, je trouve qu'on n'utilise pas assez Chembe. Puis... Ouais. Mais tu vois, là, je regarde, puis je viens de me souvenir de la première game au Sepsum entre les deux. Concordia a quand même fini la game avec 326 verges de gain. Là. Oui. Mais on se souvient que c'était beaucoup de passes, mais en plein milieu. Tu sais, c'est arrivé souvent où que il n'y avait rien qui se faisait. Notre défensive, mettons, se faisait battre, mais la passe n'était pas précise ou le receveur n'était pas sur le bon tracé ou la communication. Je ne sais pas s'ils ont amélioré ça. Il faut faire attention. Moi, je veux une belle exécution et gérer ses émotions. Et qu'on commence dès la première minute, puis ça, je vais être content. Jamais se battre, ne jamais prendre Polo pour battu, ça c'est sûr. Non. Et il faudra voir si notre jeune équipe, notre jeune corps arrière sera se relever parce que c'est là qu'on va voir si toute la force du mental de cette gang-là. Parce qu'après une défaite comme ça, il va falloir être capable de se relever. Une simple victoire de 22-14 ne sera pas suffisant. Il va falloir être parfait. C'est pas compliqué, il va falloir être parfait. Pour ceux que ça intéresse, nous serons au Stade Loyola. Nous serons au Parc Café juste à côté. Nous serons là avant la partie avec le plus grand des plaisirs parce que aller à Loyola, c'est le fun, bordel. Même si leurs estrades sont louches, même si le stade est louche, la bouffe est bonne, les gens sont fins, puis on est proche du terrain. Hey, Tam, ça fait un plaisir encore une fois. On a étiré ça. On a réussi à étirer ça 47 minutes. À la CFL nous a fait étirer ça. Ouais. Et voilà. Hey, toujours temps de vous joindre aux montagnards. Hein. Vous venez sur nos sites Internet et tout. C'est seulement 20 $. Tout l'argent va à la bourse cette année. C'est pas une bourse. Tout l'argent va à contribution aux joueurs. Hey, en mon nom personnel, au nom de Tam et au nom d'Éric et de Sylvain, merci et bonne semaine. On se voit vendredi. On se voit samedi.